Je l'ai entendu. Oui, mais elle c'est une indique. Elle balance. C'est une balance. Ceux qui balancent, on sait où est-ce qu'ils se retrouvent. Moi je vois rien, j'entends rien. Neutre. Exactement. Allez. Bon, avant tout, merci beaucoup d'être ici pour cette conférence dans laquelle nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Gilbert Thill, notre juge préféré, fortement connu, déjà pour commencer. On va traiter 3 thèmes essentiels: la justice des ténèbres, la justice des frères Lumière et la justice des fous de Dieu. Nous sommes d'accord, Gilbert? Oui, c'est à peu près ce qui était convenu. D'accord. Enfin, j'observe que c'est comme Attends. les... Ça y est. Ça y est. Oui. Non. J'observe. Ça, c'est l'effet d'Arsène. Allez voir. Oui. J'observe que c'est comme les gardes à vue, c'est filmé maintenant. Il est où? Je suis là. Essaye. Bon, ça marche pas. Allô, allô. J'étais en train de m'en rendre compte, mais il ne me pousse plus les passes. Il fait très très chaud. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est comme ça qu'on dit dans les palais présidentiels maintenant. Merci de venir m'écouter un peu. On va aborder dans le sens qui sera déterminé par nos échanges une question qui est récurrente et qui est hélas pour l'institution d'une brûlante actualité. C'est quoi cette institution judiciaire? C'est quoi ce temps judiciaire? Alors, Sergio vous l'a dit, on va parler de quelques mots sur la justice des ténèbres, celle du bas et du haut Moyen-Âge, et qui a persisté un peu dans ses modes d'organisation ultérieurement. Je vous parlerai aussi de la justice des Lumières, vous savez, la période qui a précédé et puis suivi la Révolution. J'ai eu du mal un peu à la trouver parce qu'il y a eu un bouleversement d'un certain nombre de concepts qui nous ont peut-être amenés à la situation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Alors, comme je ne serai pas forcément amené à en dire grand bien, je vous parlerai de la justice des frères Lumière, c'est-à-dire du cinéma. C'est quoi cette fascination qu'ont les gens pour les faits divers et les crimes? Et puis, je vous parlerai enfin de la justice des fous de Dieu, c'est-à-dire que on va aller en marche arrière à la justice du Moyen-Âge, vers la justice du Moyen-Âge, puisque, en définitive, s'il y a 2 concepts qui ne font pas bon ménage, ce sont ceux de justice d'une part et ceux des idéologies les plus radicales, à commencer par les idéologies religieuses. Alors, Je vais me permettre de vous couper déjà dans cette première introduction. Vous pouvez le faire. Juste un mot encore, Monsieur le Président. Une minute de grâce pour le condamner. Une phrase que vous pourrez peut-être conserver à l'esprit, mais que vous connaissez certainement, c'est celle de Michel Audiard. Michel Audiard qui disait: la justice, c'est comme la Sainte Vierge. Il faut qu'elle apparaisse de temps en temps, sinon on n'y croit plus. Voilà. Très bien. Alors, monsieur le juge, pour ouvrir donc ce premier thème consacré à la justice des ténèbres, vous plongez assez régulièrement dans les archives de l'histoire criminelle. Nous sommes d'accord? Jusqu'à votre dernier ouvrage, qui était paru maintenant en mai 2026, Tu ne tueras pas, sur l'affaire du curé Duru.
De la belle époque aux grandes affaires d'après-guerre, comme celle de Jeanne Weber à Nancy ou de Marie Ménard, la justice a souvent été confrontée à la pure noirceur ou voire même à la folie. Mais vous avez aussi été aux premières loges de la criminalité comme quelque chose de plus contemporain, notamment en introduisant un dossier d'un tueur de l'Est parisien qui était l'affaire de Guy Georges. Monsieur le juge, comment l'analyse des crimes du passé nous aide-t-elle à appréhender la mécanique des grands prédateurs modernes? La solitude du juge d'instruction face au mal a-t-elle finalement changé entre l'époque du RUF et les cellules de garde à vue des années 90-2000? Ce que je peux dire sur cette solitude qui est quelque part un peu le moteur ou le garde-fou du magistrat, tant la cupidité des hommes, leurs perversions diverses et variées sont riches effectivement en événements. Alors d'abord une chose, je vous reprends, et là l'erreur est gravissime. Simone Weber, c'est Simone Weber à Nancy, non pas Jeanne Weber, qui était, elle, une tueuse en série de l'époque 1905. Elle habitait d'ailleurs ruelle du Pré-Maudit, dans un arrondissement quelque peu difficile de Paris, un peu comme Marcel Pixard, le faux mari de Simone Weber, habitait ruelle de l'Abattoir. Alors je ne sais pas dans quelle rue respective vous habitez les uns et les autres, mais méfiez-vous car il y a comme une sorte de malédiction sur un certain nombre de patronymes de ces rues. Alors, effectivement, depuis que j'ai pris ma retraite en 2014, oui, mais c'est quand même très très gênant, ça marche mieux ça? Non, toujours pas? Si, ça y est, voilà. Ah, ça y est, enfin. Bon, vous voulez que je recommence depuis le début? Non. Oui. Donc, maintenant, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est ça. J'avais bien prévenu Sergio que quand on interviewe des personnes âgées, il peut y avoir des ruptures de faisceau. Et on ne sait plus où on en était exactement. Donc, Simone Weber à Nancy, Jeanne Weber, l'ogresse de la Goutte d'Or, qui tue ses petits-neveux et nièces, et qui, à la suite des querelles d'experts, notamment lorsqu'il s'agit d'experts parisiens qui ont toujours la supériorité présumée plutôt que démontrée sur les experts de province, eh bien, on s'aperçoit qu'en 1905, cette Jeanne Weber qui finira acquittée, puis dans une nouvelle affaire qui bénéficiera d'un non-lieu et qui sera arrêtée d'ailleurs près de Bar-le-Duc dans la Meuse où elle vient de tuer un nouveau petit garçon, eh bien, on s'aperçoit que les risques et les potentialités de dérapage de la justice peuvent être dépendants des querelles d'experts. Quand on regarde l'affaire Grégory en 1905-1984, on s'aperçoit aussi que des experts, cette fois-ci en écriture, vont attribuer la première lettre anonyme qui est postée de la poste de l'Épanche au moment même où le petit Grégory est enlevé devant la maison de ses parents, sera attribuée successivement par des experts en écriture, premièrement à Bernard Laroche, après à Christine Villemain, et maintenant on dit que c'est la tante Jacob, je ne sais plus quel est son prénom exact. Donc autant dire que si on doit en rester à ces contradictions pour renvoyer quelqu'un aux assises, eh bien c'est pas gagné, et encore moins gagné pour obtenir condamnation. Donc on voit à travers les affaires du passé dont on peut tirer des leçons et les affaires actuelles qu'on a toujours un peu le même cheminement fatal pour les affaires qui se ratent. Et il y a une autre chose sur laquelle on sera peut-être amené, très certainement amené à revenir, c'est l'impartialité des juges. Là, on en est au milieu, après la justice des ténèbres, la justice des Lumières. Eh bien, sous la Troisième République, c'est Jules Ferry qui disait, je vais vous dire très précisément,
ce qu'il disait au sujet des magistrats. On est dans les années 1870, donc après la guerre perdue contre la Prusse. Et en 1883, Jules Ferry va déclarer, il est alors président du Conseil, et il va déclarer à la tribune de l'Assemblée nationale, il disait « Nous demandons des magistrats ne faisant à aucun titre de la politique. Nous ne voulons pas d'une magistrature de combat. Nous désirons ne pas tomber dans les mêmes fautes que les régimes qui nous ont précédés. La Troisième République va donc interdire logiquement aux magistrats de se syndiquer et de faire grève. » Alors, je vous cite ça. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la royauté est tombée en 1789 après quelques spasmes parce qu'elle a été victime des parlements. C'était quoi les parlements? À l'époque, c'est pas le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat. C'était les cours de justice qui étaient vent debout contre un certain nombre d'initiatives du pouvoir politique. Et on peut passer de Jules Ferry à François Mitterrand, quand il était président de la République, qui a dit à plusieurs reprises, sans que ce soit véritablement démontré, mais ça veut dire que l'idée subsiste. François Mitterrand avait dit les juges ont eu la peau de la royauté, donc ils auront la peau de la République. Alors, ce n'est pas souhaitable, même si on peut avoir quelques réticences à l'égard de notre classe politique, mais les juges sont faits pour juger et les politiques sont là pour faire de la politique, et donc le mélange des genres est toujours extrêmement dangereux. Alors, un mot sur la rapidité de la justice des ténèbres, c'est celle qui va s'occuper de la croisade des Albigeois. Pour ceux qui ont oublié leur souvenir d'école, et je vois qu'ils sont peut-être nombreux compte tenu de leur âge, hein, la croisade des Albigeois, c'est de 1209 à 1229. Et ça se termine où? Ça se termine sur le bûcher de Montségur. Bon, à l'époque, la justice n'était pas trop laxiste, donc ça va être 200 hérétiques présumés qui vont être brûlés manu militari. Et comme on a éteint prématurément le bûcher, ben on se dépêche de le rallumer 2-3 jours après pour mettre une nouvelle fournée, si je puis m'exprimer ainsi, d'hérétiques présumés. Et puis, une affaire qui est un peu plus connue, c'est celle des Templiers, avec le maître des Templiers, Jacques de Molay, qui va cramer sur le bûcher dans l'île de la Cité, à l'initiative de Guillaume de Nogaret, qui est le garde des Sceaux enfin il n'y a pas de Sceaux à l'époque, mais enfin qui est le ministre de la Justice de Philippe le Bel, et c'est lui qui va, en définitive, s'écrier sur le bûcher, maudit, 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 jusqu'à la 13e génération de vos races, comme quoi c'était une atteinte fondamentale à la présomption d'innocence de surcroît racialisée. Et donc il va, c'est le roman après qui est des Rois maudits de Maurice Druon. Philippe le Bel et ses successeurs vont tous mourir de mort violente. Donc, pardon? Je voudrais rebondir sur actuellement. Donc, justement, face à des criminels en série, moderne, on va appeler ça moderne maintenant, la justice est industrialisée avec le profilage, les fichiers automatisés, le fichage ADN. Est-ce que cette technicité contemporaine a définitivement chassé les ténèbres de l'erreur judiciaire? Et est-ce que le face-à-face humain dans le cabinet d'instruction reste le seul moyen d'avoir une vérité claire? Ouais, la vérité claire, il n'y a pas de vérité claire, de vérité obscure. La vérité, c'est la vérité, ou alors c'est une contre-vérité. Juste pour terminer ce que j'étais en train de dire, la justice divine, on y viendra à la fin,
c'est la Saint-Barthélemy aussi, donc entre le 24 et le 30 août 1572, c'est des milliers de personnes qui sont exécutées, bon là carrément, sans jugement. La rapidité de la justice des ténèbres, c'est Henri IV qui est assassiné le 14 mai 1615 et Ravaillac, l'assassin présumé, qu'on appellerait maintenant un loup solitaire, alors qu'il était bien manipulé par ses deux oncles qu'on qualifierait maintenant d'intégristes catholiques. Donc ils lui ont bourré le mot en disant cet Henri IV, là, il est trop tolérant avec les Huguenots. C'est 3 semaines ou 15 jours après le crime qu'il a perpétré sur le roi. Donc ça va très vite. Et quels sont les moyens de la justice? Et je vais répondre immédiatement dans la foulée à votre question. Les moyens de la justice, c'est la question. C'est la question ordinaire ou la question extraordinaire. La différence entre les deux, la question ordinaire, c'est la torture qu'on inflige à la personne suspectée dans le cadre de l'enquête pour qu'elle avoue. L'aveu, c'est la reine des preuves. La question extraordinaire, c'est la torture qu'on inflige avant l'exécution, c'est-à-dire qu'avant on transperce ou qu'on passe à la roue la personne condamnée, on va encore la torturer pour être sûr qu'elle a bien tout dit et qu'elle n'ait pas, juste avant de passer de lui à trépas, l'intention de dénoncer d'éventuels complices. Donc là, ça va très vite. C'est une justice expéditive, sans aucune garantie, ni dans le moyen du recueil de la preuve, ni dans l'administration traditionnelle de la justice. Vous parlez des tueurs en série. Alors les tueurs en série, il y en a un dont on parle assez rarement, c'est Gilles de Rais. Gilles de Rais, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. On est au début du XVe siècle, 1420 et quelque chose. C'est lui qui va aider la Pucelle à libérer Orléans, et puis après il va avoir de sérieuses difficultés avec l'Église à propos de biens qu'il a vendus, qui ont été rachetés, enfin bref. Et à une époque où les grands féodaux n'ont jamais affaire à la justice de leur pays, bien évidemment, eh bien là, l'Église va lui mettre le compte et va faire ressortir ses affaires. Et les historiens évaluent aujourd'hui, chez ce maréchal de France, la justice a peu l'occasion de juger des maréchaux de France. Et Pétain, avant de faire monter à Gilles de Rais, c'est 300 à 600 victimes. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il leur faisait aux petits garçons, aux petites filles, qui souvent étaient confiés aux châtelains du coin? Et il y avait des châteaux un peu partout, en Bretagne et dans la vallée de la Loire. Parce que les gens de peu de ressources préféraient confier au féodal du coin leurs gamins ou leurs gamines en espérant qu'ils ne deviendront pas ou pagesses, je ne sais pas comment on dit au féminin. Eh bien, il y en a eu 300 ou 600 qui ont disparu de la circulation. Maintenant, on fait des circulaires pour disparition inquiétante. Et ceux-là sont revenus à la surface. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, Gilles de Rais? Il les éventrait et puis il satisfaisait sur les organes encore fumants ses désirs sexuels. 300 à 600 morts, on ne sait pas. C'est le plus grand tueur en série qu'on ait jamais eu. Après, on se reporte à la fin du 19e siècle pour voir les premiers identifiés. C'est Joseph Vacher, celui qui a servi de modèle ou d'inspiration, en tout cas à Bertrand Tavernier dans son film Le juge et l'assassin, qui est un modèle d'enquête judiciaire restituée par le cinéma. Et puis après, on peut passer sur toute la série. Émile Louis dans les années 70. Avant, il y avait eu Landru, le docteur Petiot, pendant les guerres, bien sûr. Et puis, Émile Louis, les disparus de Lyon. Des petites filles souvent handicapées qui étaient placées sous la protection de l'État, de la société. Et c'est une affaire qui a été bâclée dans des façons considérables. Et une société, il ne faut jamais vous y tromper là-dessus, ne peut être valablement jugée qu'au sort qu'elle réserve aux plus faibles de ses membres. Alors je ne parle pas pour les vieux, parce qu'on va dire il prêche pour sa paroisse, mais les enfants et les handicapés, les pupilles de la nation, etc., quand une affaire dérape au point de vue judiciaire et policier, comme a dérapé pendant des années
Donc dans les années 70, l'affaire d'Émile Louis, c'est véritablement scandaleux. Moi, j'ai instruit l'affaire tu l'as cité, de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Qu'est-ce qu'on constate à travers une affaire pareille? C'est que si on avait eu un fichier automatisé des empreintes génétiques, comme les Britanniques en avaient déjà un, soyons clairs, hein, la justice n'est pas suspendue dans le temps comme une bulle, en se disant, ah ben oui, ils n'ont pas fait la génétique de Landru ou du docteur Petiot. Ben effectivement, la technique du profil génétique, de la génétique moléculaire n'existait pas à l'époque. Par contre, en 1995, quand Guy Georges est arrêté une première fois, si on avait eu un fichier automatisé des empreintes génétiques, comme il en fonctionnait un déjà en Grande-Bretagne, eh bien, il aurait été identifié. Alors, résultat des courses, parce que là, c'est plus la justice uniquement traditionnelle telle qu'on la connaissait, à savoir, il y a un crime qui on trouve un cadavre dans la rue, on va d'abord essayer de savoir de quoi il est mort, ce monsieur ou cette dame, et puis après, on va essayer de trouver s'il y a une cause criminelle, qui en est l'auteur. Là, dans la quête d'un tueur en série, c'est un peu comme dans la lutte antiterroriste. On va essayer de faire en sorte qu'on prenne les devants pour éviter, sinon que les faits ne se produisent jamais, du moins qu'ils ne soient réitérés trop souvent. Un tueur en série, c'est comme un terroriste. Il ne s'arrête pas si vous ne l'avez pas mis selon la formule consacrée hors d'état de lumière. Il ne va pas s'arrêter spontanément. Donc là, pour Guy Georges, et je parle de ma responsabilité, de celle des enquêteurs de la brigade criminelle, et quelque part, celle qui me paraît encore un peu plus accablante, celle des hommes politiques, on n'avait toujours pas ce fichier automatisé des empreintes génétiques à l'été 1995, ce qui fait que le résultat, c'est Magali Siroti, 19 ans, violée de toutes les façons et assassinée, égorgée en septembre 1997, quand Guy Georges, après une affaire correctionnelle qui avait été mal orientée, de toute façon, avait recouvré sa liberté. Et puis 2 mois plus tard, en novembre, Estelle Magde, qui avait 26 ans, qui était assassinée. Ça fait 2 victimes de trop sur lesquelles tous ceux qui ont participé à cette enquête, et je me mets au premier rang dans les poches, le directeur de cette enquête, portent la responsabilité. Par contre, 10 ans auparavant, là on est en 1985, il y a les tueurs de vieilles dames, Thierry Paulin, qui avec son compagnon Jean-Noël Mathurin, ces deux personnes qui vivent ensemble et qui travaillent au Paradis Latin, qui sur 21 tentatives vont tuer 19 grands-mères. Toujours la même méthode, hein, madame, votre sac à commission est bien lourd, on va le porter chez vous. Et ces 2 tueurs-là vont tuer 19 personnes, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore de fichier automatisé des empreintes digitales cette fois-ci, qui fonctionnent également de l'autre côté de la Manche. Or, comme ces mecs-là laissaient leur paluche partout, eh bien, Thierry Paulin avait été déjà fiché dans un fichier de police judiciaire, mais celui de Toulouse. C'est l'époque où on cherchait encore les empreintes digitales, enfin on les reproduisait sur des fichiers cartonnés. Donc, vous avez beau écrire au service de police judiciaire de France et de Navarre, enfin pas de Navarre parce qu'on n'est pas territorialement compétent, mais vous ne le trouvez jamais. C'est le général de Gaulle qui disait comment voulez-vous gouverner un pays dans lequel il y a 300 variétés de fromage. Eh bien nous, on prétendait dans les années 85 faire de la police judiciaire avec une vingtaine de fichiers d'empreintes digitales, ceux des services régionaux de police judiciaire, ceux de la préfecture de police de Paris et encore quelques fichiers périphériques. Donc, il ne s'agit pas de faire du tout scientifique dans la justice, mais il faut quand même avoir les moyens minima. Et je me souviens, je reviens 10 ans après, où on va reproduire les mêmes errements. Eh bien, je me souviens de mes débats avec maître Henri Leclerc, qui était président de la Ligue des droits de l'homme, qui me parlait en permanence du fichier des juifs de Vichy en disant il ne faut surtout pas faire un fichier automatisé des empreintes digitales, des empreintes génétiques. Mais vous vous rendez compte, si on l'avait écouté, on serait maintenant le seul pays
de tout le monde occidental et même au-delà à ne pas avoir ce type de fichier. Alors un fichier, je veux bien concevoir que ça peut toujours être mal utilisé par des gens mal intentionnés. Donc les seules questions qu'il convient de résoudre, et ça c'est le problème du législateur, c'est de savoir ce qu'on met dedans, pendant combien de temps on le garde, et puis quelle est la traçabilité des consultations. Une fois que vous avez résolu ces trois problèmes, vous pouvez faire tous les fichiers du monde. Voilà. Vous êtes incroyable. Ah oui, bah, en arrière maintenant, mais vous êtes alors allons de l'avant. Si on ne peut pas revenir en arrière, allons de l'avant. On va aller de l'avant. Mais j'ai une dernière question par rapport à cette première partie, c'est on voit que vous parlez beaucoup de retard qu'on avait il y a 40-50 ans. Au niveau des fichiers, au niveau de l'ADN, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a rattrapé ce retard? On a comblé les lacunes les plus fréquentes, mais j'en viens au deuxième aspect de la question. Vous pouvez avoir tous les fichiers du monde et toutes les techniques. Si vous n'avez pas les professionnels pour les faire fonctionner, ça ne va pas aller bien loin, parce qu'un fichier, il doit être alimenté. Il doit être alimenté par qui? Par les services de police et par les services de justice. On sait très bien, et ça n'exonère, je le dis tout de suite, et on en parlera si vous le souhaitez, ça n'exonère en rien des responsabilités individuelles qui peuvent ici ou là peser sur des individus, qu'ils soient policiers, gendarmes ou magistrats. Il faut que ce soit parfaitement clair. Mais vous ne pouvez pas non plus, on ne peut pas soutenir que les magistrats français, parce qu'il y a une seule bonne mesure, c'est le nombre de magistrats par 100 000 habitants. On n'a jamais des pays de développement tout à fait équivalents et de population équivalente. Eh ben, on sait que, alors il y a des précautions à prendre parce qu'on n'a pas tous le même système. En France, depuis la Révolution, on a un système où le fonctionnement de l'État ne peut pas être jugé par le juge judiciaire. On a créé donc les tribunaux administratifs. Et ça n'existe pas dans tous les pays. De la même façon, dans le décompte des magistrats, est-ce qu'on prend en considération les magistrats qui sont des non-professionnels de la magistrature, des conseils de prud'homme ou de toute autre des juridictions commerciales? Donc, il faut être prudent. Mais sur 100 000 habitants, on est 3 fois moins, à 4 fois moins selon les pays, et des fois 2 fois moins dans le cas qui nous est le plus favorable, de magistrats du siège ou du parquet, c'est-à-dire les procureurs pour les secondes j'ai nommé ou les juges, ceux qui jugent, que les pays d'importance équivalente en Europe occidentale. Et souvent maintenant on est dans les derniers rangs. Alors vous avez déjà compris, rien qu'en m'écoutant, qu'on n'est pas plus beau ni plus intelligent que nos confrères allemands, anglais, etc. Mais enfin, à 2 à 3 fois moins, vous ne pouvez pas faire dans un pays qui est celui de l'hyper-réglementation, avec des lois de procédure, parce que l'époque de Ravaillac, elle est finie là maintenant. On a une procédure pénale, les flics s'en plaignent, mais ce ne sont pas les seuls à s'en plaindre, qui fait de la procédure, et notamment de la procédure de l'instruction préparatoire, un véritable parcours d'obstacles. Et Ravaillac, c'était 8 jours après ou 15 jours après son crime qu'il était écartelé. Bon, ça allait sans doute un petit peu vite. Je peux vous dire que les 19 dernières années que j'ai passées à l'antiterrorisme, j'instruisais en général mes procédures, qui étaient toutes des procédures criminelles, des attentats criminels, etc. Bon, souvent, on avait, notamment dans l'île de Beauté, ils étaient un peu énervés là-bas, des procédures qui comportaient 40 à 50 attentats. Donc il fallait essayer de résoudre. Je mettais entre 2 ans et 2 ans et demi pour boucler une procédure, entre le moment où elle commence et le moment où je rends mon ordonnance de mise en accusation dans la cour d'assises. Délai d'attente, après pour être jugé, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Tout ça, c'est de la détention provisoire. Après, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent, qu'est-ce qu'ils branlent ces juges? Et ils ne travaillent pas suffisamment. Mais tant que quelqu'un n'est pas condamné définitif,
c'est-à-dire jusqu'à un éventuel pourvoi en cassation, ils sont toujours détenus provisoires puisque la décision définitive n'est pas intervenue. Donc on donne toujours des explications qui ne sont pas complètes et les gens peuvent se poser la question à juste titre de savoir pourquoi la machine ne va pas plus vite. Mais la machine ne va pas plus vite. Écoutez ce que disent les officiers de police judiciaire, dont je rappelle que sémantiquement la police judiciaire c'est la police de la justice. Eh bien, une police qui a été largement démantelée par Gérard Darmanin, c'est vrai que d'avoir un casque de moto sur la tête, oui. La police judiciaire, pour des raisons d'effectifs, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions dans ce domaine comme dans les autres. Eh bien, la police judiciaire en tant qu'entité spécifique a été grandement démantelée par M. Darmanin pour dire qu'il faut mettre le maximum de flics dans la rue. Après, sur d'autres problèmes, avant qu'il ne m'interroge, je lâche tout de suite la criminalité organisée. Il n'y a rien, on ne découvre rien. Simplement, j'ai encore connu la période des années 80, 90, toujours après Jésus-Christ. On disait, ah ben oui, la mafia c'est l'Italie et la corruption c'est l'Afrique. Or, il se trouve que maintenant, on a les deux. On a les deux. Et on savait très bien, à travers le combat des magistrats italiens et contre la corruption et contre le crime organisé, que tout ça se paye à un moment avec le prix du sang. Et l'Italie, elle finissait, alors c'est là que sont nées les matrices du crime organisé, avec Cosa Nostra pour la Sicile, avec d'autres organisations criminelles, il y en a 4 principales, la Drangheta, Calabrese, et puis la Camorra napolitaine. L'Italie, il y avait 10% de son chiffre d'affaires, de son produit intérieur brut, pardon, qui était consacré qui était relatif aux activités mafieuses. Quand vous avez des activités hors la loi, mafieuses, qui pompent 10% de toute l'économie nationale, ça veut dire que là, vous pouvez corrompre n'importe qui et vous pouvez mettre à mal toutes les institutions, qu'elles soient répressives ou non, parce que vous achetez tout ce que vous n'avez pas le droit d'avoir. Et vous commencez par corrompre une classe politique qui parfois n'attend que cela. On passe au deuxième thème? Bah oui, oui. Moi, je réponds aux questions, je vous fais remarquer que non seulement on est filmé, mais en plus de ça, on ne m'a toujours pas notifié mes droits. Donc, en général, quand on m'interroge, je dois être informé que je peux être souffrant, que je peux voir un médecin, que j'ai droit à un avocat, enfin tout le droit dont je suis privé. Donc, je conteste par avance toutes les conclusions erronées que vous pourriez tirer de cet interrogatoire. Ouais, monsieur le juge, j'ai dit que vous avouerez au bout d'une heure, et je reviens sur mes paroles, une heure, ça ne sera pas suffisant. Ouais. Alors, on va pas... c'est mon éditeur, il va me foutre à la porte. Non, enfin, mon libraire, je m'en fous, moi. C'est pour la tirelire de mes petits-enfants. J'ai eu la chance de toucher une retraite acceptable. Je suis comme parti à 66 ans. Mais après, moi, je reste tout le temps que vous voulez. Bon, monsieur le juge, deuxième partie, la justice des frères Lumière. Oui. Alors, dans ce deuxième thème, vous avez étudié de près la série policière judiciaire Engrenage, Oui. saluée d'ailleurs dans le monde entier par son ultra-réalisme, unique sur le tribunal de Paris et le 36 quai des Orfèvres et le TGI, tribunal de grande instance de Ratignolle. Dans cette fresque, on découvre le juge d'instruction, François Roban, un magistrat compétent, cependant froid, indépendant, mais menacé de placardisation par sa hiérarchie. Et ça m'est arrivé aussi, oui. Monsieur le juge, cette diction est-elle le miroir exact de la réalité? La solitude, la rigidité procédurale et les pressions politiques sur le corps des magistrats sont-elles fidèlement dépeintes à l'écran? Est-ce que, en fin de compte, la fiction dépasse la réalité? Non, la fiction d'Engrenage était conforme à une réalité. Alors bien sûr, comme c'est du cinéma, c'est un peu comme dans les romans, où on peut s'arranger
avec ce qui nous paraîtrait être une difficulté. Et puis on raccourcit simplement l'avantage. L'avantage de ces séries, je ne le dis pas parce que j'ai été conseiller de cette série de la saison 4 jusqu'à la saison 8, c'est-à-dire avec les problèmes d'intervalle, 5 saisons consécutives. D'abord, c'est une série qui a duré au total pendant 15 ans. Donc, déjà pour le scénariste, et puis lui qui a tellement, puisqu'il y avait toujours entre une saison complète 2 ans de délai entre la fin du dernier épisode de la saison précédente et puis le début de la saison suivante. Alors l'avantage de ces séries, c'est que ça permet par rapport en comparaison à un film d'1h30 ou de 2 heures, ça vous permet d'aller plus au fond des choses et d'avoir des personnages dont les scénaristes perdent complètement après la maîtrise, puisque ce sont les acteurs qui jouent depuis 2 ou 3 saisons, qui connaissent intimement leurs personnages et qui en font un peu ce qu'ils en veulent. Alors effectivement, c'est une série qui a été saluée par la critique, qui a même eu un Emmy Awards. J'étais dernier en anglais de la 4e jusqu'à la terminale après avoir redoublé ma première. Donc voilà. Ça a été salué pour la performance des acteurs, pour la précision des scénarios et par rapport à ce qu'on appelait comme série, par exemple, Cordier, juge et flic, je crois que c'était Pierre Mondy. Pierre Mondy, il avait 85 ans quand il jouait le rôle d'un commissaire de police. Est-ce que vous avez jamais vu un seul flic, même un commissaire de police, qui part en général à la retraite à 55 ans, avoir 85 ans? Pareil pour Roger Hanin, quand il bossait au RG, il avait eu 95 plombes, carrément. Alors, effectivement, là, on s'est efforcé de faire des choses un peu plus réalistes. Et un peu plus réalistes, ça veut dire aussi que dans la démarche policière, dans l'explication des techniques utilisées, tout ça, on doit faire preuve d'une rigueur suffisante. C'est la raison pour laquelle j'ai été recruté, parce qu'un jour, il y a une scénariste d'engrenage qui m'a appelé, parce que c'est un de mes copains qui lui avait donné le numéro de téléphone. Elle avait dit, est-ce que vous connaissez, elle m'a dit au téléphone, est-ce que vous connaissez la série Engrenage? J'ai dit non, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a eu la surprise, elle m'a dit c'est une série de Canal+. Je lui ai dit, si vous croyez que mes émoluments de magistrat vont me permettre de m'abonner à une chaîne à péage, c'est non. Alors elle m'a expliqué, et on s'est expliqué après dans un bistrot, bien sûr. Elle m'a dit, j'ai lu dans un article de presse que vous avez été mis au placard. J'avais eu quelques difficultés avec la hiérarchie et policière et judiciaire. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe? Et puis je lui ai expliqué, et puis après je suis devenu conseiller, et pour pouvoir faire passer des messages subliminaux à ma hiérarchie, j'ai même demandé un petit rôle où je jouais à contre-emploi, un espèce de président de juridiction qui passe son temps à emmerder ses juges plutôt qu'essayer de les aider, et puis voilà comment j'ai fait. Alors, un mot, et je vous redonne la parole, jeune homme, parce que je trouve que vous parlez beaucoup. J'avais écrit à propos des chiffres et des lettres sur les faits divers, sur le crime, toutes choses qui, selon le philosophe Raymond Barthes, nous interpellent vivement, pas forcément parce qu'on a un besoin de quelque chose de malsain, mais c'est parce que ça remet en cause toutes les passions humaines, que ce soit la cupidité, que ce soit l'attirance sexuelle, que ce soit la passion amoureuse qui va tout dévaster, que ce soit les croyances. Eh bien, quand on regarde le fait divers, d'abord, le fait divers, je vous mets en garde, ne se passe pas qu'en hiver, il se passe en toute saison. Alors je vous cite un singe en hiver, l'été meurtrier, un printemps pour Marny et l'Allemagne en automne. C'est simplement 4 films qui vous démontrent ce que j'ai. Et ce 7e art
Il est fait de chiffres et de lettres. Alors commençons par les lettres. Le juge et l'assassin, le clan des Siciliens, Monsieur Klein, la prochaine fois je viserai le cœur, la nuit du chasseur, l'hermine, des hommes et des dieux, l'horloger de Saint-Paul, les diaboliques, le silence des agneaux, l'homme qui en savait trop, les Lyonnais, un Condé, aime le maudit, mort d'un pourri, la cérémonie, ça c'est les sœurs Papin, la bonne dame de Nancy, je n'insiste pas, l'affaire Dominici, l'ivresse du pouvoir, psychose, la main au collet, le crime était presque parfait, sueur froide. Et alors pour les chiffres, vous me direz, ah ben, les chiffres, l'assassin habite au 21, l'affaire SK1, 36 quai des Orfèvres, L627, 0 d'arc sorti. Toujours mille excuses pour ma prononciation très déficiente pour laquelle je propose la mise en examen de mon professeur d'anglais, parce que ce n'est pas moi qui suis responsable, monsieur. L'ennemi public numéro 1, un MR73 et 100 jours à Palerme. 100 jours à Palerme, je reviens sur ce que j'ai dit, le général Dalla Chiesa, qui avait réussi à vaincre les brigades rouges, a été après 100 jours de mandat à Palerme, abattu par la mafia sicilienne Cosa Nostra. Merci, monsieur le juge. Je peux y aller? Bah oui, mais vous êtes libre, voilà. Quand vous voulez rajouter encore quelque chose. Alors, je voulais rebondir sur quand vous disiez que la série... Depuis le moment où il rebondit... Non, mais je rebondis par rapport à ce que vous dites. Oui, d'accord. Mais je l'avais bien compris, oui. Que bientôt la science dépasse la réalité et que Engrenage était au plus proche de la réalité. Oui. Donc, dans la série, on montre quand même des policiers de la PJ aux méthodes, on peut dire borderline, et comme le groupe Berton, et aussi des avocats cyniques, prêts à tout par vengeance ou par ambition. Oui. En tant que magistrat. Alors, je vous réponds tout de suite. Le commandant Berthaud, Caroline Proust, qui va abattre dans sa cellule ou dans une cave, je ne sais plus, un tueur en série qui vient d'être identifié. Ça, c'est la fin de la saison 3. D'où l'explication qu'on est venu me chercher pour la saison 4 pour éviter de telles conneries. Parce que ça, quand même, tout dérapage est toujours possible. Mais enfin. Et après, pour le reste, je ne sais pas si le commandant Berthaud a des méthodes borderline, il a des méthodes un petit peu musclées face à une hiérarchie qui parfois essaye de l'entraver. Ça, c'est la vie de tous les jours. Je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Et que pour être un bon flic, il faut être parfois être un petit peu dynamique. Sans excès, sans outrance, mais enfin, il faut quand même éviter de se prendre pour un éducateur. Les éducateurs qui sont absolument nécessaires, la prévention est nécessaire, mais il ne faut pas mélanger les gens. Donc un flic trop gentil, c'est un flic sans résultat. Bah écoutez, c'est avec ces paroles qu'on va passer au troisième thème. D'accord? Qui est la justice des fous de Dieu. Moi, je suis toujours d'accord avec tout, monsieur le juge. Oui, et c'est quoi le troisième thème alors? La justice des fous de Dieu. Donc, notre troisième et dernier thème nous plonge au cœur de votre combat le plus brûlant et le plus contemporain. La confrontation avec la justice des fous de Dieu et le terrorisme doctrinal. Vous avez dirigé le pôle antiterroriste. Non, c'était pas moi, c'était Bruguière. J'étais qu'un soldat. Mais bon, parmi ces grandes vagues d'attentats qui ont frappé notre pays. Mais l'histoire nous montre que la justice a toujours été un champ de bataille idéologique. Du Conseil de guerre de 1899 pour l'affaire Dreyfus à l'acquittement de Raoul Villain, l'assassin de Jean Jaurès. Monsieur le juge, le doute ou l'indulgence de l'instruction judiciaire ne sont-ils pas les angles morts que les fanatiques modernes exploitent pour tenter de détruire les lois de la République? Que les fanatiques de tout poil essayent de détruire les fondements d'une société qui est loin d'être parfaite. Chacun le sait, quoi qu'il fasse ici, on est bien d'accord que la justice ne soit pas parfaite. Simplement, je vais commencer par récuser les exemples que vous donnez. Les exemples que vous donnez, c'est l'affaire Dreyfus. Malheureusement, on est toujours amené à parler d'antisémitisme à l'heure actuelle et on sait très bien quels sont les partis qui soutiennent encore ces thèses. Mais le Conseil de guerre,
c'est une juridiction militaire qui va condamner par antisémitisme, disons le nom, à la fin du 19e siècle, le capitaine Dreyfus, qui a le grand tort à leurs yeux d'être juif. Il venait de Mulhouse et qui était un de ces juifs qui a renoncé à perdre, qui a accepté de perdre tous ses biens pour venir en France à une époque où l'antisémitisme en Alsace notamment était flamboyant, et c'est pas dans un sens positif que je le dis. Donc il se trouve que petit à petit, grâce à des gens comme Émile Zola, puis comme Clémenceau, qui au début était anti-Dreyfusard et qui petit à petit, au vu de la réalité des choses, a admis que l'armée française avait eu un comportement, et ce conseil de guerre, particulièrement ignoble. Donc, que va faire l'armée française à ce moment-là? Quand elle sent que le vent commence à tourner, elle va aller voir le véritable traître qui est Esterhazy, qui sera confondu. Elle dit: on va te juger, mais t'inquiète pas, tu passes une journée devant le conseil de guerre, on les connaît tous, et tu seras acquitté. C'est ce qu'on appelle un acquittement bouclier, parce que quelqu'un qui est acquitté par une cour d'assises, même s'il dit après que c'est lui, et si on a tous les éléments de preuve, on ne peut plus le rejuger. Donc on dit: on va te faire passer devant le conseil de guerre, comme ça tu seras acquitté. Et il a été acquitté, et il n'a plus jamais pu être approché par la police et la justice française. D'ailleurs, il finira sa vie en exil, et même dans sa tombe, il sera inhumé sous un faux nom, parce qu'il y avait quand même des gens qui voulaient se venger. Le deuxième exemple que tu m'as cité, c'était l'acquittement de Raoul Villain. Raoul Villain, oui, alors Raoul Villain, c'est un des exemples d'acquittement très spectaculaire. Ça veut dire quoi? Jean Jaurès s'est abattu le 30 juillet 1914, le 31 juillet, au Café du Croissant, dans le 9e arrondissement, je crois, par la fenêtre, par Raoul Villain, qui est arrêté pratiquement, il marche à reculons, par un flic. On retrouve l'arme qui a servi à l'abattre. Et puis le dossier est prêt à être jugé en 1916. Ses avocats vont le voir à la prison. Il dit: maintenant je vais te juger. Il dit: t'es fou, tu veux aller au chemin des dames, tu veux aller à Verdun, reste tranquille à la santé. Et donc ils vont faire des dépôts de report du procès en expliquant que comme c'est l'union sacrée, eh ben, il ne faut surtout pas, parce que la défense sera amenée à dire des choses contre l'organisation des pouvoirs publics en France. Donc il sera jugé en 1919, après un mois, près d'un an après la fin du deuxième conflit mondial. Donc il va être jugé à ce moment-là. Qui est-ce qui va l'acquitter? C'est le jury populaire. C'est pas le conseil de guerre, juridiction d'exception, c'est le jury populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 1919, les gens considéraient encore dans leur majorité que le pacifisme de Jean Jaurès était une traîtrise à la nation. Or, les traîtres, qu'est-ce qu'on fait? On peut les assassiner, et on va acquitter Raoul Villain, qui disait pas: c'est pas moi, il n'a pas plaidé l'innocence, il a dit: oui, c'est moi, et je l'ai tué parce qu'il y avait la loi des 3 ans sur le service militaire, il y avait ceci, cela. Donc voilà, il est acquitté, et comme il y a quand même une justice, je pense qu'il est divine, bien que non croyant, eh bien Raoul Villain a été abattu en 1936 à Ibiza pendant la guerre d'Espagne, où on ne sait pas encore aujourd'hui s'il a été reconnu par des républicains et qu'ils l'ont fumé, ou si c'est simplement les événements de la guerre civile en Espagne qui ont fait qu'il a été abattu dans une espèce de guet-apens à une époque où Ibiza était la région d'Ibiza était prise successivement par les républicains et les franquistes, donc c'était le risque de tous les trucs. Alors après, je sais bien, on a dit quand je suis monté à l'antiterrorisme en 95 pendant la campagne des attentats de Paris, on le disait avant, que c'était une juridiction d'exception, vous savez, avec des juges aisément manipulables. Alors moi,
Je vous dis que c'est faux, simplement il faut s'adapter aux périls qui nous menacent et il a donc bien fallu qu'une juridiction soit mise en place puisque depuis que Robert Badinter avait supprimé à la demande de François Mitterrand en 81 la Cour de sûreté de l'État, eh bien ça voulait dire que c'était les terroristes qui choisissaient leurs juges en vertu du principe de compétence territoriale. Je dépose une charge explosive à Bastia, c'est le juge d'instruction de Bastia qui est compétent. Une à Ajaccio, c'est le juge, c'est des exemples complètement complètement irréel que je cite. Il en dépose une à Ajaccio, c'est le juge d'instruction d'Ajaccio. Une à Marseille, c'est le juge d'instruction de Marseille. Une à Paris, c'est le juge. Donc il fallait un système qui centralise l'instruction et les poursuites, et c'est ce qui a été fait en 1986 à l'occasion du premier gouvernement de cohabitation. Alors des conneries, j'en ai entendu 1000 fois depuis que j'ai intégré cette juridiction spécialisée, y compris en disant vous vivez sous protection policière, vous vivez aux frais de la République. J'ai vécu pendant 19 ans sous protection policière parce qu'il y avait éventuellement, je dis bien très éventuellement, des gens qui auraient eu quelques mauvaises arrière-pensées à mon égard. Et je reviens à Jeanne Weber, vous allez me dire pourquoi celle de 1905, parce que il s'est trouvé, après le premier acquittement pour les raisons des raisons d'opposition d'experts, il s'est trouvé un magistrat, parce qu'elle était poursuivie pour un deuxième crime encore d'enfant. Et là, elle a bénéficié d'un non-lieu. Il y a un magistrat, il s'appelait le juge Bonjean. Il a dit ah mais cette justice-là qui avait dévasté la vie de cette pauvre innocente, il faut lui trouver une porte de sortie. Donc il lui a trouvé chez un de ses amis un emploi sous une fausse identité dans un centre de petits varioliques. Au bout de 15 jours, ils ont dû la virer parce qu'il était en train d'étrangler un petit variolique une nouvelle fois. Donc, quand je vous dis que la justice peut être pavée de bonnes intentions, moi j'ai vu des gens qui, avec les meilleures intentions du monde, rendaient les pires décisions. Alors, une nouvelle fois, dans le cadre de la lutte antiterroriste, on n'a pas à faire des enfants de cœur. Je ne soutiens pas que nous, non plus, on est des enfants de cœur, mais néanmoins, on a des règles, on a une procédure et on a un contrôle dans des domaines extrêmement sensibles. Et puis alors j'observe après que, bon, sur le contrôle des magistrats, il est défaillant, hein, je vous le dis, complètement défaillant. Et moi, j'observe que ceux qui sont passés devant le Conseil supérieur de la magistrature, c'était les premiers à ne pas devoir y passer. Je parle et je rends hommage en même temps à mon ami Renaud Van Rubeck, puisqu'il est mort il y a 2 ans maintenant, au mois de mai 2024. Lui, il est passé 2 fois devant le Conseil supérieur de la magistrature, une première fois dans ce qui devait être à l'origine de l'affaire Boulin, mais vous savez, les terrains de Ramatuelle, puisque c'est lui qui avait instruit l'affaire de Henri Tourné, l'agent immobilier véreux, et puis il est repassé une deuxième fois dans ce qui allait être la suite de l'affaire Clearstream avec les faux listings et les faux que certains membres de la classe politique produisent par kilo ou par tonne. Donc voilà. Lui, il est passé 2 fois devant le Conseil supérieur de la magistrature, alors qu'il y en a sur les 9000 magistrats, enfin à l'époque on n'était pas 9000 mais plutôt 7000, mais les 7000 magistrats, il y en a 6795 qui auraient dû passer avant lui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le juge. Et il a été acquitté, lui, mais à juste titre. Enfin, acquitté, ouais, relaxé. On peut dire ça comme ça. Donc maintenant, si ça vous dérange pas, j'aimerais savoir si les gens parmi le public aimeraient poser des questions. Non? Oui. J'ai interrogé un juge, ça fait un bien fou, m'a dit mon psychiatre. Encore une fois, que c'est pas le juge qui pose des questions.
Je ne veux pas vous le dire, madame. Vous répétez la question. Parce que- non, non, j'étends un peu votre question. Des pressions, j'en ai jamais eu de direct. Si une fois, un secrétaire général de l'Élysée, c'était pour un double crime au Guatemala. C'était le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, je crois qu'il s'appelait Dominique de Villepin, qui m'avait appelé parce que j'avais demandé sur les passeports diplomatiques attribués de manière extrêmement légère quelques explications. Donc ça s'est terminé assez vite comme conversation téléphonique, comme il ne voulait pas répondre et puis qu'il m'a laissé entendre qu'il valait peut-être mieux que je mette un peu la pédale douce. Donc ça s'est mal terminé. J'ai dit vous me dites un mot de plus en ce sens et je fais un procès verbal et n'y revenez pas. Pendant l'affaire des fausses factures de Nancy et de Toul, qui était une des premières affaires politico-financières avec un maire qui va en tôle et puis qui était vice-président du Conseil général de l'époque. Là, les incitations sont plutôt intervenues par le canal Parquet, mais comme j'y suis resté sourd, ça n'a rien changé. Autrement, des propositions d'argent ou de menaces directes, j'en ai pas eu. Je le regrette d'ailleurs profondément parce que là j'aurais pris le pognon et puis j'aurais racheté tous mes livres. Voilà. D'autres questions dans le public? Oui. Ça a beaucoup avancé à ce niveau-là? Oui, maintenant on a des points de passage. Quand j'ai demandé à tous les laboratoires français qui faisaient de la génétique moléculaire, on est après l'assassinat d'Estelle Mac du mois de novembre 97, donc la dernière victime de Guy Georges. Et comme avec Martine Montel, qui était la patronne de la brigade criminelle, et qu'on avait, elle et moi, déjà une certaine expérience des affaires criminelles depuis un certain temps, elle relisait les procédures, moi je les relisais, parce qu'il y avait quand même une série de 7 crimes de sang, tous connotés sexuellement, plus d'autres agressions sexuelles non suivies de mort. Et on ne voyait pas où il y avait des lacunes dans la procédure. Et un jour, elle vient me voir, ouais, mais je m'en fous. Elle vient me voir et elle me dit je sors de l'Hôtel Dieu et là il y a plein de scellés dans les tiroirs, des prélèvements et on ne sait plus trop à quoi ça correspond. Il faut dire que la justice, c'est un domaine dans lequel elle n'excelle pas, un des nombreux domaines dans lesquels elle n'excelle pas, c'est la conservation et la traçabilité des scellés, des pièces à conviction. Alors, des rapports sur ce qu'il faut faire, il y en a au moins 15 dans les tiroirs de la chancellerie. C'est toujours comme ça, dès qu'il y a un nouveau gouvernement, on se dit, putain, mais ils ont réfléchi vachement vite. Non, ils ont sorti un rapport qui existait déjà et ils vont vous proposer ça comme solution. C'était une catastrophe. Et je lui ai dit, écoute Martine, moi je veux bien, mais si je saisis tout ça, ce qu'elle me proposait, il va falloir que je fournisse un motif pour les saisir. Et puis après, on les enverra à l'expertise. Mais pour que je les envoie à l'expertise, il faut qu'il y ait une saisie de ces pièces à conviction. Et pour les saisir, je ne serai pas en mesure d'expliquer. Je lui dis non, écoute, je vais réfléchir. Et 2-3 jours après, je la rappelle, je lui dis non, je vais faire une mission d'expertise par tout service qui intervient dans le domaine de la génétique moléculaire. Ça peut être les laboratoires, il y en a 6 de police scientifique qui dépendent tous du ministère de l'Intérieur. Il y en a à Lyon, il y en a à Bordeaux, il y en a à Toulouse pour les explosifs, il y a Paris, il y a Lille, etc. Et puis, tous ceux qui font de la génétique moléculaire dans le domaine privé,
C'est le cas du laboratoire de Nantes du docteur Pascal, celui qui va trouver. Alors, ça devient compliqué, là, parce que c'est un centre hospitalier universitaire dans lequel ils font de la génétique moléculaire dans une structure qui est une structure privée. Hein. Non, ça, c'est la complexité administrative. Et puis, vous avez les labos privés qui font de la génétique moléculaire, notamment dans le domaine des recherches de paternité, etc., sur décision du juge judiciaire, etc. Donc, j'envoie tout le monde. Je me dis peut-être que les laboratoires privés vont formuler des objections. Rien. C'est les laboratoires de police scientifique. C'est une ingénieure, la directrice du laboratoire de police scientifique de Lille, qui dit « J'interviens au nom de tous les laboratoires. On vous comprend bien, monsieur le juge, mais on ne va pas réaliser votre mission d'expertise. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Alors, elle me dit parce que vous créez un fichier dont la tenue n'est pas prévue par la loi, et elle me dit « Est-ce que vous avez pris l'avis de la CNIL ?» Alors, je me suis retenu, pour une fois, j'y suis arrivé, j'avais envie de lui dire « Mais t'es complètement folle ou quoi ?» Et donc, j'ai dit « Ah bon, alors, vous n'allez pas me le faire, donc vous allez me l'écrire. » Et je dis, vous savez bien que les dossiers d'instruction se lisent comme un livre à l'envers, c'est toujours la dernière pièce. Donc votre dernière pièce, ce sera la lettre en disant que vous refusez d'honorer ma mission d'expertise. Et je dis, croyez-moi, à la nouvelle victime, ça va plus trop tarder. Tout le monde saura que le ministère de l'Intérieur s'oppose au truc. Elle a dit, ah ben oui, finalement... Je vais rendre compte, vous me laissez combien de temps pour réfléchir? J'ai dit 3 jours, pas de plus. Sinon, dans 4 jours, achetez le journal, vous allez voir ce qui va se passer. Et puis le lundi, elle m'a appelé, elle a dit, finalement, on va vous le faire. Alors, je réponds maintenant à votre question, le chemin détourné. À cette époque déjà, les sondes et les locus utilisés pour établir un profil génétique n'étaient pas les mêmes entre le privé et le public. C'était pas les mêmes méthodes. Et il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas, selon ces mêmes méthodes, un lien qui dit ceci dans le privé équivaut à ceci. Il a fallu recommencer, reprendre les scellés pour faire tout identifier à la mode des laboratoires de police scientifique pour qu'on l'ait. Et après, on s'est rendu compte que les pays étrangers avaient encore une méthode différente et elle vient d'être unifiée ces dernières années. Donc maintenant, on a, à défaut d'avoir exactement le même système, des passerelles qui peuvent passer de l'une à l'autre. Interpol permet ça d'ailleurs. Hein? Interpol permet ça. Oui, Interpol c'est une communauté des... et puis c'est surtout Eurojust, donc les structures européennes de police et de justice, parce que les frontières n'arrêtent pas les voyous. Elles arrêtent souvent les polices, mais les voyous non. Alors, un grand merci à vous, monsieur Justine, pour la précision de vos analyses, la clarté de vos explications. Donc maintenant, j'espère, mais il faisait chaud. Si c'était confus, c'est de la faute du soleil. J'invite l'ensemble de notre public à prolonger cette fascinante dans l'histoire du palais en découvrant donc vos ouvrages. Et si vous avez 2 heures devant vous, il vous expliquera la vie d'Hériton. Elle est passionnante, mais au moins 2 heures. Ah oui, là, je vous raconterai dans la malédiction d'Hériton. J'ai parlé tout à l'heure de Philippe le Bel et des rois maudits. Dans la malédiction d'Hériton, si vous me lisez, alors il y a les 4 rois de France, c'était tous des assassins. De la même façon, les 8 rois d'Angleterre étaient encore pires, mais je vous raconterai comment un assassin, Henri Pranzini, qui avait tué une dame de petite vertu, sa femme de ménage et la gamine de 8 ans, la femme de ménage, il s'est fait guillotiner. Et à l'époque, comme on croyait encore qu'il y avait une bosse du crime, comme on est à la fin du 19e, comme il y a une bosse des maths, on envoyait les guillotinés en pièces détachées, bien sûr, à l'Institut de médecine légale. Et là, il y a un commissaire de police qui a été voir le garçon de laboratoire. J'en viens à la question de la corruption de madame, et il a donné quelques billets au garçon de laboratoire, et il lui a dit, est-ce que tu peux me couper la peau du thorax et du dos du condamné à mort? Alors le garçon de laboratoire le regarde avec des yeux comme des couilles de loup et lui dit, mais il n'y a pas de tatouage. Je dis, ça fait rien, coupe-moi la peau. Donc l'autre lui coupe la peau et la donne au commissaire de police qui avait fait l'enquête. Et l'autre, il va chez un tanneur, il fait tanner la peau, et avec la peau tannée, il va se faire confectionner chez un homme de l'art 2 portefeuilles, un pour lui et un pour son adjoint. Comme quoi, cet homme-là avait le sens positif de la hiérarchie. Voilà. Merci beaucoup, M. Justine.
Je pense qu'il mérite qu'on l'applaudisse très fort. Merci. Et ça a été un plaisir d'essayer d'être modérateur de votre conférence. On renouvellera ça? Bah, quand vous voulez, demain. Non, demain je peux pas. Faut que je me repose demain. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas à aller le voir donc dans son stand. Il a plein de bouquins. Très intéressant. Et vous pouvez continuer pendant 4 heures là-bas avec lui. Vous avez remarqué que j'étais un grand démocrate, alors j'en profite pour vous dire aussi que la lecture de mes livres n'est pas obligatoire. Seul l'achat l'est. Il y aura des contrôles à la sortie. Voilà. Voilà. Merci à vous. Non, mais c'est moi qui Allez. Tiens. Mais c'est bon. C'était parfait. Vous avez été parfait. Ouais. Vous voulez voir quelque chose de vrai? Non, non, mais je m'en pensais là, c'est bon. Si, ça va aller. Vous voulez de l'eau?